Il y a autant de billets dans cette banque que de grains de sable sur une plage. C'est avec cette phrase que le chef du plus gros braquage jamais organisé au Brésil a convaincu ses complices de creuser pendant des mois jusqu'au plus gros coffre-fort du Brésil. C'est un total de 53 millions d'euros qui ont été volés ce jour-là, sans armes, sans meurtre, sans explosion et à vrai dire, sans même être vus. Pas de bruit, pas de sang, pas d'indices, juste un tunnel creusé dans l'ombre pendant des mois à quelques mètres sous la banque la plus sécurisée du Brésil. Un plan digne d'un film, exécuté par des hommes bien réels. Voici l'histoire du plus incroyable braquage souterrain jamais réalisé. Tout commence en 2001, au Brésil, dans une ville connue pour son tourisme et ses grandes plages. Et un criminel, du nom de Moïse Teixeira da Silva, s'échappe de prison grâce à un tunnel d'environ 40 mètres de long, avec 100 autres prisonniers, et qui ne va jamais être rattrapé. Et ce Teixeira, il va trouver cette technique du tunnel exceptionnelle. Et oui, il s'est quand même échappé d'une prison grâce à un tunnel, donc il va se demander pourquoi les tunnels ne sont que construits pour des évasions de prison. Pourquoi ne pas rêver plus grand? Pourquoi ne pas utiliser cette méthode pour braquer une banque? Et cette idée, aussi impossible qu'elle paraisse, eh bien Teixeira, lui, il va en faire son objectif de vie. Son but est simple, braquer une banque, sans armes, sans violence, sans être vu, grâce à un tunnel. Donc en 2005, 4 ans après son évasion, Teixeira recrute une équipe de 22 criminels, tous expérimentés dans des types de crimes différents, et va élaborer un plan étonnamment brillant. Et parmi ces 22 criminels, on retrouve 3 grosses têtes avec qui Teixeira va organiser ce qui s'annonce comme le plus gros braquage du siècle. Marco Rogero, un des plus grands narcotrafiquants du Brésil, Vei Davi, organisateur de nombreux vols à main armée jamais arrêtés, et José Alemão, organisateur d'un précédent braquage de 1,5 tonnes de billets. Pour couvrir leurs traces, Teixeira et son équipe vont créer une entreprise de gazon artificiel installée dans une maison située à 80 mètres de leur cible, qui n'est autre que la Banque Centrale du Brésil. Cette maison, à première vue anodine, sera le point de départ d'un chantier hors norme. Leur but est de creuser un tunnel de 3 mètres de profondeur, 80 mètres de longueur et seulement 70 mètres de largeur sous les rues de Fortaleza pour arriver directement sous le coffre-fort de la banque la plus sécurisée du Brésil. Les rôles sont précisément définis, un homme creuse, un autre met le sable dans les sacs, un troisième attache les sacs avec une corde et un quatrième tire le sac jusqu'à la sortie du tunnel. Et cette stratégie, d'une efficacité redoutable, leur servira plus tard non plus à transporter du sable, mais des millions en liquide. Au début, les sacs de sable sont évacués en van, mais bon, vous pouvez vous en douter, très vite, les allers-retours incessants éveillent les soupçons. Donc pour limiter les trajets, ils décident d'accumuler le sable dans les jardins. Résultat, le niveau du sol du jardin augmente de plus d'1 mètre. Ils vont même jusqu'à peindre l'extérieur de la maison, simuler des livraisons de gazon et tenir des réunions bidons, bref, l'attention est parfaitement détournée, et pendant ce temps, le tunnel avance. Le plan se déroule à la perfection. Pendant des semaines, les hommes creusent en alternant les équipes de 4 et puis un après-midi, aux alentours de 17h, Teixeira sans soudain s'appelle heurter quelque chose de bien plus dur que la terre habituelle et c'est un son métallique qui résonne. Il vient de frapper un obstacle inattendu, un tuyau de canalisation. L'un des conduits majeurs de Fortaleza passe juste devant leur tunnel. Si notre Teixeira il avait mis un coup de pioche un peu trop fort, le tunnel entier s'effondrait. Une fausse manœuvre et tout le tunnel peut s'effondrer. Et ça, nos braqueurs savent ce que ça veut dire. Ils ne peuvent pas continuer tant que ce conduit n'a pas été contourné. Et ça, c'est la première faille dans le plan si parfait de Teixeira. Il ne l'avait pas prévu, mais pas de marche arrière possible. Il faut creuser tout autour du conduit sans abîmer la structure. Un travail de précision, dangereux et long. Trop long pour notre équipe de braqueurs qui doivent, je vous le rappelle, faire dans quelques semaines le braquage de la plus grosse banque du Brésil. Et là, ils sont 4 mètres sous terre, en train de contourner les conduits de la ville. Les jours suivants, les pioches laissent place à des outils plus fins, ils creusent autour du tuyau, construisent des passages encore plus étroits que le tunnel de base, renforcent les parois avec des planches et du ciment, et tout ça en maintenant l'étanchéité du système. Ce contretemps va repousser la date du braquage d'une semaine, une décision stratégique qui, sans qu'ils le sachent encore, allait tout changer. Le tunnel est enfin dégagé et sécurisé, et une chose est sûre, ils n'ont jamais été aussi proches du cœur de la banque centrale.
Carlos Galo Ferreira. Voici le nom de ce qui a failli être la cause de l'arrestation de toute l'équipe de Texeira. Une semaine avant le problème du tuyau, un des hommes du braquage nommé Galo se chie complètement dessus, clairement. Il n'a plus aucune confiance en plan et il va tout simplement balancer son équipe. Et ça en échange de la misérable somme de 200 000 réels, alors qu'il aurait pu se faire des millions avec le casse. Bref, ce mec est con et il livre aux autorités la date exacte du braquage. Et c'est là que ce fameux tuyau de canalisation, il va contre toute attente sauver l'opération. Ce que Galo savait pas, c'est que le casse avait été repoussé d'une semaine à cause de l'imprévu technique. Il avait dit à toute l'équipe qui s'était retirée de l'opération pour une blessure à la main, mais en réalité, il avait complètement disparu après avoir balancé l'équipe aux forces de l'ordre, sans jamais avoir été mis au courant du changement de date. Résultat, la police locale, convaincue de tenir les braqueurs, mobilise discrètement ses unités autour du quartier une semaine trop tôt. Ils attendent, surveillent, mais rien, aucun bruit, aucun mouvement, aucun tunnel à l'horizon. Une semaine plus tard, du coup, les autorités ont enlevé leur surveillance, pensant que l'information était un leurre, et 7 jours plus tard, le vrai casse commence. Les braqueurs, sans même savoir qu'ils ont frôlé la catastrophe, s'apprêtent à entrer dans la chambre forte. Par un hasard extraordinaire, la trahison de Galo, censée signer leur perte, vient tout juste de leur offrir la victoire assurée. On est désormais le 6 août 2005 et une lumière commence enfin à entrer tout au bout du tunnel. Ils sont enfin dans le coffre-fort. Par chance, le tunnel débouche pile devant l'angle mort de la salle, derrière des étagères mobiles masquées par une colonne d'un chariot élévateur. Reste un problème, mais qui avait été calculé 3 mois à l'avance, les systèmes de détection de mouvement. Ces capteurs sont souvent placés sur les murs pour assurer une sécurité horizontale, mais ici les détecteurs étaient placés sur le plafond, permettant aux braqueurs de se faufiler entre les rayons de détection verticaux sans activer aucune alarme. Les braqueurs placent des palettes tout autour du trou pour ne pas être repérés par les caméras, et une fois toutes les sécurités installées pour ne pas être repérés, il ne reste plus qu'à se servir. Et c'est donc 3 tonnes de billets en liquide qui vont être dérobés cette nuit, soit un total de 100 kg de billets à porter pour chaque braqueur. La même organisation que pour extraire le sable est mise en place, certains remplissent les sacs de billets, d'autres les attachent à une corde et le dernier, 80 mètres plus loin, à l'autre bout du tunnel, tire les sacs un par un avant de les empiler au fond de la salle. En quelques minutes, le transfert est terminé et notre équipe repart avec 53 millions d'euros. Sans même reboucher, le trou derrière eux est rempli directement 4 voitures d'une demi-tonne de billets qui vont être évacuées par un camion de fourrière. Le plan pour se tirer d'affaire après le braquage fonctionne à merveille. Pour ne pas être retrouvée, l'équipe se sépare en 5 groupes et prend la direction de Sao Paulo avec 2 tonnes et demie de billets de 50 réaux, où le camion contenant le reste les rejoindra quelques jours plus tard. Le directeur de la compagnie de la fourrière est mis au courant et doit s'arrêter toutes les 5 heures à des cabines téléphoniques pour informer les équipes de son emplacement. Et ce comportement inhabituel, c'est l'assistant du directeur qui va très vite le remarquer parce que oui, le mec est depuis des heures dans le camion de fourrière et ignore à 100% qu'il est en train de transporter une demi-tonne de billets dans son camion. Donc lors d'un arrêt du directeur, il va sortir du camion pour aller jeter un coup d'œil aux voitures derrière et il découvre pas moins de 8 millions d'euros cash dans le fond des voitures. Il va donc reprendre le volant en direction le commissariat le plus proche. La police fédérale arrive immédiatement sur les lieux et c'est à partir de là que les autorités vont retracer absolument tout le plan du cerveau de l'opération, Moïse Teixeira da Silva, en arrêtant un par un toutes les têtes du braquage. L'inspecteur Carlos Mendes va ordonner de tout fouiller et ils vont trouver un élément essentiel pour la résolution de l'enquête, une carte d'abonnement téléphonique prépayée, que l'un des membres de l'équipe avait laissée derrière lui. Et cette simple carte, censée être intraçable, va devenir le point de départ de la plus grosse opération policière du pays. En croisant les données, la police fédérale va pouvoir retracer tous les appels passés entre les différents membres du braquage, et mieux encore, leur localisation précise pendant les mois précédant le casse. C'est une véritable carte du réseau criminel qui commence à se dessiner sous leurs yeux. Et malheureusement pour nos braqueurs, les arrestations s'enchaînent. Luis Fernando Ribeiro par exemple est intercepté avec près de 500 000 réels en liquide dans une valise à l'aéroport de Sao Paulo. Il tente de prendre un vol pour l'Uruguay mais il est identifié juste avant l'embarquement grâce à la triangulation de son téléphone. Un autre membre clé, Claudio Valdir, sera lui aussi arrêté quelques jours plus tard, planqué dans une ferme en périphérie de Recife. Les policiers retrouvent chez lui plusieurs montres de luxe, des armes et surtout des documents avec des plans et des cordes qui vont confirmer son implication directe dans le tunnel. Et pendant ce temps-là, Teixeira, lui, le cerveau qui s'était échappé de prison quelques années plus tôt,
il est tout simplement invisible. On pense qu'il a quitté le Brésil, certains disent qu'il aurait pris un jet privé et d'autres qui se seraient cachés dans la forêt amazonienne avec une fausse identité. Mais ce que personne sait, c'est que Teixeira est encore dans le pays. Il se déplace tous les 2 jours, change d'apparence, de voiture et surtout, il n'utilise plus aucun téléphone. Il vit littéralement comme un fantôme. Pendant plusieurs mois, les forces de l'ordre vont traquer chaque centime du butin, chaque complice, chaque piste. Et malgré plus de 200 perquisitions, 50 arrestations et des interrogatoires à la chaîne, moins de 10% de l'argent volé sera retrouvé. Et c'est là que l'affaire prend une tournure encore plus folle. Les enquêteurs se rendent compte que l'argent du casse a été injecté directement dans des entreprises parfaitement légales, des commerces de voitures, des blanchisseries et même des concessions immobilières. Certains criminels ont carrément acheté des immeubles entiers avec les billets volés qu'ils ont revendus quelques semaines plus tard pour blanchir l'argent. En parallèle, les médias commencent à s'emparer de l'affaire, le pays entier est en état de choc et les journaux titrent « Un vol de 53 millions d'euros sans armes, sans violence, ni trace ». Et la population est presque fascinée par le génie du plan. Et pendant que les caméras s'emballent, la police, elle, continue d'enquêter dans l'ombre. Après presque un an de cavale, le 28 septembre 2006, à 6h30 du matin, les autorités colombiennes reçoivent un appel anonyme. Il est dans une maison abandonnée, rue 47, près de l'ancienne station-service. L'information est transmise immédiatement à la police judiciaire qui active directement une unité du groupe des opérations spéciales et l'opération est lancée moins de 10 minutes plus tard. À 6h57, 2 véhicules banalisés se garent à distance et 6 agents prennent position. Ils avancent à pied dans la ruelle menant au bâtiment signalé, une maison vétuste, murs fissurés, fenêtres brisées, porte maintenue par un cadenas rouillé. À 6h59, les agents entrent. Le cadenas est fracturé discrètement et la fouille est très rapide. Moïse Teixeira est retrouvé allongé sur un matelas sale dans une pièce vide, il ne tente même pas de fuir. À 7h03, il est formellement arrêté. Il est torse nu, visiblement fatigué. Ses bras présentent des traces de sang séché. Il ne possède aucun papier d'identité, aucun objet personnel, aucune arme n'est retrouvée sur les lieux. L'interpellation se déroule sans résistance. À son arrestation, il dira simplement « Je savais que ça finirait comme ça, mais ça valait le coup ». Teixeira est ensuite transféré sous haute surveillance au commissariat central de Bogota. Mais qui sait, peut-être que quelque part sous sa cellule, un tunnel de 80 mètres est déjà en train de creuser son chemin vers la liberté. En tout cas, c'est près de 30 millions d'euros qui aujourd'hui encore n'ont jamais été retrouvés. Une partie aurait été brûlée et une autre investie dans les paradis fiscaux et certains membres de l'équipe, eux, ne seront jamais retrouvés, disparus comme engloutis par leur propre tunnel. Et c'est probablement ce qui rend ce cas si unique. Le silence derrière l'exploit, le mystère, la discipline et surtout l'absence totale de violence. Un braquage digne des plus grands films, mais qui cette fois n'était pas une fiction.